Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur Téléclub. Deuxième journée de Raiffeisen Super League. C'est l'heure de jeu, une heure pour analyser, pour entendre les principaux protagonistes, voir les 15 buts de cette deuxième journée. On a retenu une image de ce week-end et c'est celle-ci, c'est l'hommage à la Maladière, à Gilbert Facchinetti, le président, l'homme de Xamax. Et puis, en fin de match, ce but de Raphaël Nuzzolo qui permet, sur une passe de Doudin, à Xamax de faire match nul contre le FC Bâle. Nous allons revenir sur ce match, mais sur toutes les rencontres pendant une heure avec vous. Steve Guillot, bonsoir. Bonsoir, notre messieurs. Consultant. Pour la rédaction de Téléclub, vous êtes là, Vincent Rigolet, bonsoir. Bonsoir Mathias. Et puis, on a le plaisir d'accueillir un joueur qui a fait match nul contre Bâle hier soir, Max Veloso de Xamax, bonsoir. Bonsoir. Avec une nuit de sommeil, un peu de recul, c'est un point de gagné ou ce sont 2 points de perdus face à ce FC Bâle? Quelle était l'ambiance dans le vestiaire? Alors, on était satisfait de faire match nul contre le grand FC Bâle. Reste toujours un résultat bon à prendre. Mais c'est sûr que sur la fin de match, on se dit pourquoi pas rajouter 2 petits points à ce match. Mais je dirais que sur l'ensemble du match, le résultat équitable reste correct. D'accord, ce qu'on peut dire, c'est que Xamax a fait du Xamax. On va y revenir en long, en large et en travers. Avant de parler de Xamax, eh bien, on va revenir sur l'autre match qui a eu lieu hier. C'était le derby de la Limat entre Zurich et Getse. Et on entre dans cette rencontre après la mi-temps pour voir ce magnifique but de Winter. Reprise en demi-volée, il n'y a rien à faire pour le portier Lindner. On est gâté, un magnifique but avec, c'est pas simple, il a le dos tourné, après un contrôle, une rotation, prise de risque optimale pour une efficacité optimale. Et puis un peu plus tard, Zurich qui double la mise, c'est 2-0 par Odei là, qui lui aussi trouve la faille. Getse qui va tenter de réagir, mais qui va se heurter au portier de Zurich pour la plus grande joie de Ludovic Magnin. Brecher qui va sortir le grand jeu sur une frappe de Matic qui venait d'entrer. Il a tenté sa chance de loin, mais là, Brecher est attentif. Voilà, il était un peu plus attentif que Maisonial le week-end passé. Et il arrive à détourner ce ballon qui prenait la direction des filets. On va encore voir une occasion de cette rencontre. Et elle est signée Benjamin Cololi qui vient de rejoindre Zurich, l'ancien Lausannois qui trouve la latte en toute fin de partie. Score final donc 2-0 pour le FC Zurich. Max, Benjamin Cololi, vous le connaissez parce que vous avez joué avec lui du côté de Sion. Exactement, on a joué durant 2 saisons ensemble et je suis super content pour lui, pour ce qu'il fait actuellement, pour son transfert au FC Zurich, parce qu'au final, c'est un joueur qui mérite de jouer la Super League. Alors il est là, il est à Zurich, vous allez l'affronter. Ouais. On va parler maintenant de votre match et le résumé de cette rencontre, c'est vous qui nous le faites, Vincent Nier? Oui, l'émotion était grande hier du côté de la Maladière pour le retour tant attendu de Neuchâtel en Super League. Sous le soleil, Xamax a rendu un dernier hommage à son Gilbert Facchinetti, parti début juillet à l'âge de 82 ans. Un match contre Bâle devant votre Maladière à guichet fermé dans ces conditions si particulières. Max Veloso, qu'est-ce que vous avez ressenti en marchant, en sortant du tunnel hier soir? Une certaine émotion. Gilbert Facchinetti était l'un des grands personnages de ce canton et j'ai eu le privilège de le connaître de manière privée. Je suis assez proche de Michael, on a grandi ensemble, on a vécu toute notre adolescence ensemble et du coup, j'étais souvent à la villa, j'étais souvent avec Gilbert et cet hommage me faisait plaisir et me touchait particulièrement. Et puis au niveau de l'ambiance de cette Maladière qui est pleine, de retrouver ce stade qui retrouve un peu ses couleurs, c'est aussi particulier, j'imagine. Je pense que tout joueur adore jouer dans un stade rempli et de voir la Maladière quasi pleine fait toujours plaisir à voir. Sur le terrain, c'est un FC Bâle un peu malade qu'on a retrouvé, qui se présente, souvent mis en danger par les Neuchâtelois. Les Bâlois perdent rapidement de leur superbe. Le choc psychologique attendu suite au licenciement de Raphaël Vicky, remplacé par Alex Frey et Marco Schellibaum, n'a pas franchement fonctionné. Et quand les Bâlois se montrent dangereux, eh bien, c'est Laurent Walter qui est à la parade. On va le voir, là, c'était l'action de Tréant. Laurent Walter qui est à la parade sur cette tentative d'Ayeti.
en première période, bien lancé, ou lorsque Kaloulou a un peu de chance et peut frapper, il frappe fort et trop centré. Steve, on a un licenciement un peu surprise de Vicky suite aux défaites bâloises face à Saint-Gall et au match aller en Grèce face au PAOK. Est-ce que c'est la panique au FC Bâle? Je ne pense pas que ce soit la panique, mais il faut relever quand même la jeunesse de tous les responsables du club. Aujourd'hui, on a un nouveau président depuis une année, un nouveau conseil d'administration, un nouveau directeur technique, il y avait un nouvel entraîneur. Donc ça fait beaucoup de nouveaux dans cette structure très lourde qu'est le FC Bâle. Et je pense qu'on a peut-être un tout petit peu négligé l'expérience. L'expérience est très importante quand vous gérez un budget de 100 millions. Et je crois savoir que le président Burgener a diminué la voilure quant à la cellule de recrutement. Le FC Bâle était toujours une équipe qui arrivait à tirer quelques pépites de jeunes joueurs. Et on voit qu'actuellement, la balance entre les arrivées et les départs, clairement, elle est défavorable. J'ai fait je me suis un petit peu amusé à regarder les départs sur le Rennes Vicky. C'est des gars Doumbia, Janko, Traoré, Akanji, Stephen, Elounoussi, Lang, Vaklik et Lacroix qui avait fait ces 6 mois. En contrepartie, vous avez Oberlin, Vans, Wolfswinkel, Campo, Frey, Stocker, Kumart, Omlin, Widmer. Franchement, pour moi, effectivement, je crois que Vicky est un peu victime de cette nouvelle politique de transfert, un peu maladroite actuellement. Ceci étant dit, je trouvais qu'il y avait des difficultés à avoir la signature de Vicky dans ce FC Bâle. Encore cette semaine, je regardais le match de Ligue des Champions, enfin les préliminaires. Ils n'ont pas été bons, il faut le dire, ils n'ont pas été bons. Donc, maintenant, ce qui me surprend, c'est qu'au FC Bâle, on veut être champion suisse des matchs amicaux. Donc on n'a pas été très bon du côté de Bâle. Pourtant, c'est eux qui vont trouver la faille en premier en profitant un petit moment d'inattention de la défense Xamaxen pour ouvrir le score. C'est Okafor. On a Ayeti qui va jouer en retrait pour Tsoufi qui décale bien. Premier but du joueur de 18 ans pour son 2e match de Super League. Un but qui fait un peu mal. Max, on vous a vu, vous et vos coéquipiers, très touchés par ce goal. C'était un peu un coup de poignard à ce moment du match, non ? Oui, alors sans aucun doute, on se sentait de mieux en mieux dans la partie et on commençait à avoir le jeu qui tournait dans notre faveur et de voir ce but à ce moment-là nous a mis un petit coup au moral, mais on s'est vite repris. Ouais, vous êtes repris. Xamax ne relâche pas la pression, pour autant multipliant les actions dangereuses. Les Neuchâtelois sont récompensés à la 86e quand Doudin sert parfaitement Nuzzolo dans le dos de la défense. Nuzzolo qui passe trop facilement devant Riveros pour battre Mine. Les Rouges et Noirs arrachent un point mérité face à Bâle, même si la victoire semblait possible. On va le voir, les Neuchâtelois vont avoir une dernière occasion par Ramidi, encore une fois servi à la perfection par Doudin. Ramidi qui manque un peu son affaire, Omlin très courageux, sauve son équipe. Steve, on peut nourrir un peu des regrets du côté de Neuchâtel? Ouais, sur l'ensemble du match, je partage l'opinion de Max. Je pense que le match nul était relativement logique, mais évidemment, quand vous avez une si grande occasion dans le money time, là, dans les dernières secondes, on peut avoir de légitimes petits regrets, parce que quand vous êtes un compétiteur, voilà, c'est le genre de situation que vous avez des petits regrets. Mais je crois que, j'imagine que du côté de la Maladière, après 2 matchs, 4 points, en se disant, on va à Lucerne, on reçoit Bâle, honnêtement, je pense que tout le monde signait, à mon avis. Donc, excellent début de championnat. Vous confirmez, vous auriez signé Totalement. pour 4 points après 2 matchs? D'aller à Lucerne, qui a terminé 3e du championnat, et de jouer le FC Bâle à la maison, si on pouvait signer ces 4 points avant de jouer ces matchs, on l'aurait fait. Et puis Max Veloso, vous auriez pu marquer dans cette rencontre à la 58e sur une très jolie frappe flottante, puissante. Omlin est forcé de faire une jolie parade. Vous regrettez de ne pas avoir scoré dans ce match? Ça aurait été quand même particulier, ou vous vous contentez de cette bonne performance que vous avez faite sur ce terrain? Non, ça aurait été plaisant de marquer, déjà parce qu'on aurait mené au score. Et ensuite, de marquer, c'est toujours plaisant. Et on me vanne souvent, on me taquine souvent que je ne suis pas assez efficace, surtout mon ami Raphaël Nuzzolo. Et là, ça m'aurait fait plaisir de marquer. Alors, vous n'avez pas marqué hier soir, mais on va vous faire plaisir parce que nous, on a retrouvé un but, pas n'importe lequel. Votre premier but en Super League, vous vous en souvenez, c'était 2011. Je ne sais pas si vous savez encore ce qui s'est passé. Vous savez qui c'est qui vous passe le ballon? Exactement. Et là, vous battez Léonie.
C'était le 20 août. Vous aviez remplacé Haris Seferovic. C'est un souvenir particulier, ce premier but. Oui, c'était spécial parce que on venait d'une série de 5 matchs sans marquer, il me semble. C'était même le premier but de Xamax dans le championnat. Le premier but de Xamax dans le championnat. Il y avait toute cette situation déjà très délicate sur la gestion du club et tout le monde attendait ce goal avec impatience. Oui, quand vous marquez, auparavant vous avez signé le premier contrat pro à 17 ans avec Xamax, toute la filière de Xamax. Ensuite de quoi vous allez passer une saison à Bienne. Exactement. Vous revenez. Et là, non seulement vous marquez, mais vous vivez cette période bizarre sous Boulat Tchagaïev. Quelles images ou quels souvenirs vous gardez? Forcément pas très bons, j'imagine, mais de l'intérieur du club, du vestiaire, des joueurs, qu'est-ce qui régnait comme genre d'atmosphère? C'était une atmosphère assez paradoxale parce que d'un côté, il y avait une situation très compliquée avec une gestion spéciale. Et de l'autre, humainement, on vivait quelque chose de très sympathique parce que l'équipe s'entendait très bien. Il y avait des joueurs qui venaient un peu de tous les horizons et on pouvait côtoyer un staff et des joueurs qui étaient considérés comme de grands professionnels. Donc, pour un jeune joueur comme moi et pour un Neuchâtelois, ça fait plaisir de côtoyer ce genre de personnes. Donc c'est ça que vous gardez. Après, il va y avoir les déboires de Xamax sur lesquels on ne va pas revenir. On va vous suivre un petit peu. Là, vous bourlinguez entre Sion, Vaduz, Lausanne, avant de revenir à Neuchâtel en 2015. Lorsque vous êtes à Sion, on l'a dit, vous côtoyez Benjamin Cololi, mais vous côtoyez un autre personnage. C'est celui que vous côtoyez aujourd'hui en tant qu'entraîneur, c'est Michel de Castel. Là aussi, un souvenir particulier de votre moment à Sion? C'était spécial parce que je suis revenu dans le club, mais on m'avait écarté de l'équipe première. Mais au final, c'était pas si mal parce que j'évoluais tous les jours avec des super joueurs qu'on a vus monter, comme Fedele, Edmilson Fernandez, Cololi, Gaëtan Carlen, son petit frère. Vulnet Bacha qui venait de temps en temps, et il y avait encore même Zambrella qui était écarté de la première équipe, donc, et j'en passe. Je m'excuse pour tous les autres que j'ai oubliés, mais on avait quand même une bonne équipe. Mais voilà, évoluer au FC Sion, se faire mettre de côté sans réelle raison, ça fait toujours un peu mal au cœur, mais on en apprend. Vous revenez à Xamax ensuite, en 2015. Là, il y a un souffle nouveau qui se met en place. Comment est-ce qu'on vit ces moments de l'intérieur, ceux qui ont mené jusqu'à cette promotion récente? Comment ça s'est construit, cet esprit d'équipe dont on parle souvent quand on parle de Neuchâtel? Eh bien, il faut savoir que déjà, je dirais, l'ossature de l'équipe est une bande de copains qui se connaissaient et qui traînaient déjà ensemble avant de rejouer sous les couleurs du Neuchâtel Xamax. Et je pense que c'est l'une de nos grandes forces parce que les membres qui viennent s'ajouter à l'équipe tout au long des saisons, ils se collent à ce qui a déjà été créé par les anciens. Ouais, c'est ce que disait le Pogam qu'on a rencontré. C'est assez facile de s'intégrer parce que tout le monde se connaît, tout le monde vous accueille. Mais de gagner cette Challenge League, de remporter le titre, je crois qu'on va voir quelques images de ce moment de joie. C'est encore quelque chose qui vous a fédéré un peu plus? Oui, bien sûr. Tous les moments forts en émotion, je pense, aident à cet engouement, à ce collectif qui forme un ensemble assez spécial. Et de vivre des émotions fortes, qu'elles soient positives ou négatives, je pense que renforce tout ce qu'on peut vivre dans un groupe. Et du coup, ça aide l'équipe. Alors ça aide l'équipe, il y a cette euphorie qu'on sent encore toujours du côté de la Maladière, qui vous permet de commencer bien ce début de championnat, de revenir une nouvelle fois. Quand je dis que Xamax a fait du Xamax, c'est que vous êtes mené au score, comme ça a été le cas, vous revenez face à Bâle cette fois. Comment vous jugez, après 2 matchs, certes, mais quand même le niveau, parce qu'on souligne ça et là qu'en fait, vous êtes la même équipe qu'avant, c'est-à-dire les types qui sont montés, les joueurs qui ont joué en Challenge League. Et là, on ne sent pas une monstre différence avec des équipes établies comme Lucerne, comme Bâle.
Eh bien, je dirais que cette équipe a déjà du caractère et au final, si on termine un championnat avec 20 points d'avance, comme l'avait fait Zurich l'année précédente, c'est qu'il y a aussi de la qualité. Et les dirigeants font confiance aux joueurs qui étaient là durant les saisons qui se sont écoulées et les joueurs ont à cœur de réaliser de bonnes performances. En même temps, un néo-promu, on a l'habitude de le voir, c'était le cas quand Lausanne est monté, il surfe sur la bonne vague. Est-ce que vous vous préparez aussi à lutter pour les moments difficiles? Est-ce que vous préparez quand même l'équipe à lutter contre la relégation ou alors on va continuer le plus loin possible en étant positif et puis on va essayer d'engranger le plus de points pour tranquillement finir en milieu de classement? Bon, l'objectif principal reste de se maintenir. Je pense que Xamax a le plus petit budget, a quand même des moyens limités, donc il faut rester raisonnable. Mais ensuite, on a une équipe qui essaye de jouer son jeu et qui prend, c'est un peu une phrase bateau, mais qui y va match après match. Et le but, c'est de se maintenir le plus rapidement possible. Comment vous sentez dans ce collectif neuchâtelois? Comme un poisson dans l'eau, c'est exactement ce qui vous convient aujourd'hui? Je suis comme à la maison, je suis avec mes copains, on joue au foot, on a un coach qui est aussi très proche, on a un staff qui fait partie de cette famille xamaxienne. Donc je pense que chaque joueur vient avec la banane à chaque entraînement et le match, c'est un peu le dessert du week-end. Et puis vous vivez un petit peu l'ensemble de votre existence dans la même région parce que, mis à part le foot, mis à part vos matchs, vos entraînements professionnels, vous êtes un des rares joueurs qui, à côté, a une occupation et pas la moindre parce que vous êtes à l'université. C'est une balance qui vous convient de pouvoir tout de même consacrer des heures à étudier? Alors oui, pour moi, c'était important d'également faire autre chose, de préparer peut-être aussi l'après-foot et surtout d'avoir quelque chose d'autre que le football. Et l'Uni me permet d'avoir un certain équilibre et on a la chance de bénéficier de cette liberté académique en Suisse où on n'est pas obligé d'être présent à chaque cours et du coup, je peux réaliser certains horaires spéciaux et pouvoir aller au cours, au foot, sans être submergé par ces cours d'université. En tout cas, quand on parle de vous, on parle beaucoup de votre technique. Technique très pure. Je me suis laissé dire, mais je ne sais pas si c'est vrai, alors je prends un risque un petit peu en vous posant la question, que pour les cours d'entraîneur, vous figurez sur certains DVD où ce sont vos gestes qui sont disséqués. Alors votre sourire me rassure, ça a l'air d'être correct. Comment ça se fait? Comment vous l'expliquez? C'est la pureté de votre technique? Je sais pas. J'étais jeune, on m'a proposé de figurer dans un petit cahier qui ensuite s'est transformé en DVD en réalisant certains gestes techniques. Donc j'imagine que je devais pas être trop mauvais techniquement, mais il y a de nombreux joueurs qui sont bien meilleurs que moi sur cet aspect-là. On va demander à Steve de porter un petit regard sur le joueur Max Veloso, puisqu'on vous a sur ce plateau. Oui, alors Max, ça fait quand même un moment que je le connais, puisque quand j'entraînais le FC Bull, effectivement, je confirme, et qu'on jouait à Tourbillon contre l'équipe des moins de 21, c'est la seconde garniture. Waouh, il y avait de la qualité, hein, il a cité les noms de tous ces joueurs. Et j'ai toujours un regard un peu particulier sur les gauchers. Je ne sais pas pourquoi, il y a une beauté dans le geste qui est un petit peu différente. Et Max a toujours eu cette technique très fine. Évidemment, sachant qu'il était invité aujourd'hui, j'ai analysé son match hier. J'ai trouvé qu'il a fait un très bon match. On a montré sa frappe, mais en première mi-temps, sur cette fameuse rupture, c'est toujours très compliqué quand vous êtes en 4 contre 3, etc., de la mettre dans le bon timing. Et c'est ce qu'il a fait lorsqu'il l'a glissé à Carlen sur la droite. Ensuite, il y a aussi un autre centre qui a apporté une situation. Et si je ne fais erreur jusqu'à ce qu'il sorte, je crois qu'il a perdu 2 ballons. Et il tire toutes les balles arrêtées. Donc, c'est preuve qu'il a quand même une très, très grande importance. Maintenant, si je devais lui faire un petit reproche, peut-être l'entraîneur de 98 de la France lui dirait « Max, muscle un peu ton jeu », c'est peut-être un tout petit peu son défaut. Mais en même temps, c'est un artiste, donc on ne va pas lui demander de bourrer et qu'il reste cet artiste qu'il est. Accuser Veloso, je vous laisse répondre. Bon, j'ai rien à redire. Déjà, c'est très élogieux, donc merci. Et ouais, comme le disait le sélectionneur à Robert Pires, ouais, Max, muscle ton jeu. J'essaye de gagner en agressivité, d'être
d'être fort dans le contact. Après, voilà, c'est pas ma force première, donc je m'adapte. J'essaie d'être plus malin. Et c'est trop... Et le pied droit, il va aussi Ouais, pour monter dans le bus, c'est pas mal. et cette possibilité qui vous est demandée de tirer les coups francs, les balles arrêtées, on l'a vu et on le verra encore aujourd'hui, il y a passablement de buts qui viennent sur ces situations de jeu spécifiques de plus en plus, que ce soit à la Coupe du Monde ou dans ce début de championnat. Ça, c'est vraiment des choses que vous travaillez spécifiquement à l'entraînement? Oui, on le travaille. Après, je pense que personnellement, je dois le travailler encore davantage. Parce que même si mes balles ne sont pas toujours super bien tirées, il faut qu'elles soient plus efficaces, qu'elles amènent plus de buts. Donc, c'est un point sur lequel je vais également me concentrer. Je vais apprendre aussi à côté de joueurs comme Raphaël Nuzzolo, qui a un pied extraordinaire, ou même Geoffrey Tréant et encore Doudin. Donc, je dois travailler cet aspect-là. Vous avez un peu de pouvoir de décision sur la manière dont sont tirés ces coups de pied arrêtés. Vous pouvez décider, moi je les tire mieux au premier, on les met au premier, ou alors vraiment c'est le coach qui vous dicte ce que vous devez faire? Non, l'entraîneur nous donne une certaine liberté. Il aime bien de temps en temps le jouer à deux s'il sent que l'équipe adverse peine sur cet aspect-là, ou si on joue contre une équipe qui n'est pas très concentrée. Mais de manière générale, je dirais qu'on est assez libre. On les travaille aux entraînements, mais on peut tirer au premier, au centre, au second. C'est un peu le feeling qui prend le dessus. Une dernière question. C'est toujours difficile à répondre. Et puis évidemment, vous êtes bien à Xamax et c'est votre priorité. Mais il y a encore des envies particulières chez vous dans un futur plus ou moins éloigné? Alors, déjà, dans un futur proche, c'est de continuer de grandir avec le club. Et dans un futur éloigné, c'est de m'établir en Super League avec le club. Pour l'instant, je suis super bien à Xamax. J'espère y rester le plus longtemps possible. D'autant plus que voilà, j'ai l'unique à côté. Je dois terminer mes études et je suis super ici. Je ne vois pas pour quelle raison j'irai changer. Rouge et noir forever. On va passer maintenant à une autre rencontre de cette deuxième journée, une rencontre qui a lieu aujourd'hui, et on va se rendre avec vous au Tessin où Lugano affrontait le champion en titre. Au Cornaredo, on a les deux vainqueurs de la première journée, Lugano et IB, qui s'affrontent. Un match plutôt agressif du côté de Lugano, qui va aussi perdre en intensité lorsque IB va débloquer la situation. On rentre à la 13e minute avec ce corner de Young Boys botté par Souleymani. L'action se poursuit parce que Bowman repousse mal sa balle. Souleymani tente un deuxième centre au deuxième poteau. C'est Assalé qui la reprend. Bel arrêt de Bowman qui se rachète sur ce coup-là. Et Bowman qui s'excuse auprès de ses coéquipiers parce que vous allez voir, sa sortie n'était pas terrible. En effet, c'est pas tant académique. Hein, et puis, par contre, il se rattrape tel un gardien de handball, réflexe. Bel arrêt. 15e minute, Mbabou au duel pour Assalé. Assalé qui lui remet. Mbabou qui fait un superbe travail pour Waro. Centre tendu. Waro qui manque le ballon et le 1-0 par la même occasion. Plutôt inhabituel de la part du Français de voir un tel manqué. L'action qui se poursuit et c'est Giovannisso qui va tirer, lui, par-dessus du gauche. On revoit la belle combinaison ici entre Mbabou et Assalé. Un ballon un peu chanceusement, qui est un rebond chanceux pour Assalé pour arriver jusqu'à Mbabou. Et puis Waro qui, du mauvais pied, rate la balle. 27e minute, coup franc de Young Boys par Souleymani. Et c'est le 1-0 parce que Bowman, lui, part complètement aux fraises. Un duel compliqué là pour le gardien. C'est Fasnacht qui s'impose dans les airs pour l'ouverture du score. Bowman, 22 ans et deuxième match seulement en Super League. Ceci explique peut-être cela. 38e minute, grosse occasion pour Lugano sur corner. Von Balmos s'impose. Il repousse la balle à l'orée des 16 mètres. Et puis c'est une volée de Machangelo qui passe de peu à côté. Ou par-dessus, une volée compliquée quand même là pour le Luganais. Et c'est pas terminé parce que juste avant la mi-temps, dans les arrêts de jeu, Young Boys sur un corner va avoir plusieurs occasions. C'est Fasnacht qui reprend une première fois, ballon mal dégagé par la défense de Lugano. Fasnacht une deuxième fois, puis Sanogo et enfin Assalé. Dur de savoir qui a le moins bien réussi cette action, nous disait Steve tout à l'heure, entre les défenseurs luganais ou les attaquants bernois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était une quadruple grosse occasion pour Young Boys et que le score en reste de 1-0 à la pause. IB qui va finir par doubler la mise sur une action tout aussi dantesque à la 76e, un 2-0. Donc un festival d'erreurs défensives et de mauvaises relances de la part des Luganais. Regardez ça. Avec beaucoup de chance, Waro, sur une frappe contrée, peut battre Bowman pour la deuxième fois de la journée. A noter tout de même qu'en fin de partie, Lugano a eu de nombreuses occasions, mais n'a jamais pu concrétiser.
gros manque de qualité offensive dans ce match pour les hommes d'Abascal qui s'inclinent sur le score de 2-0 face à ce but de Boro. Steve, on a vu un Lugano très solide lors de la première journée. Là, c'est beaucoup plus inquiétant. On a vu un Lugano très solide défensivement à Sion et aujourd'hui, étonnamment, ils se sont créés énormément d'occasions, que le résumé ne montre pas forcément, mais on se disait en regardant le match qu'ils pouvaient avoir des regrets parce qu'il y a eu passablement de maladresse. C'est vrai que peut-être que Guerre n'est pas encore autant fine qu'il pouvait l'être en fin de saison passée et qu'il faudra peut-être encore trouver, parce qu'il y a eu quasiment aucun changement du côté de Lugano, peut-être trouver encore un argument offensif, que ce soit au milieu de terrain ou devant. Max Veloso, on imagine que vous étiez en train de vous réjouir de rencontrer Bâle. Est-ce que maintenant vous vous réjouissez d'affronter Young Boys? Sion. Non, lorsque vous rencontrez le champion en titre. Oui, non, ça sera toujours spécial de jouer contre le Young Boys qui a été champion, surtout de jouer à Berne, parce que le stade attire énormément de monde, et de jouer sous une belle ambiance, c'est toujours plaisant. Alors, ça veut dire un match après match, Vincent. Un match après match. D'abord, après pour la suite. Oui, pardon. Young Boys s'est donc imposé. On va écouter l'entraîneur, nouvel entraîneur des Bernois, Gerardo Seoane. Gerardo Seoane, IB a encore gagné, mais qu'avez-vous pensé de la prestation de votre équipe aujourd'hui? Ouais, il faut prendre tout son contexte. Il fait 33 à 34 degrés. Au Tessin, c'est toujours difficile à jouer. C'est pour ça aujourd'hui, il y avait un plan de jeu qui seulement avait un objectif, c'était chercher les points. Je pense qu'on a bien commencé. On a eu beaucoup d'occasions la première mi-temps. On n'a pas eu assez de lucidité et réussite devant le but. Quand même, on était en avantage 1-0. Deuxième mi-temps, on s'est replié un peu plus. Ça se voyait qu'il manquait un peu de force. Et bon, à la fin, on a mis le deuxième but qui nous a donné un peu de tranquillité. Bon, avec cette nouvelle victoire, 5 points d'avance sur Bâle, et la prochaine journée, un véritable choc entre les deux équipes qui ont 6 points. IB, Zurich, ça promet? Merci pour me rappeler contre qui on joue prochain dimanche, parce que nous, on est vraiment focusé sur ce match aujourd'hui. C'est clair, on regarde les résultats de toutes les équipes, surtout les performances des équipes, mais l'objectif numéro 1, c'est toujours la performance de ton propre équipe. Et on a le focus sur notre performance et on veut améliorer chaque fois notre performance. Alors bonne chance contre Zurich. Merci beaucoup. Victoire de Young Boys. Donc, on va s'intéresser maintenant à notre match studio. Sion, qui après sa défaite contre Lugano, justement en ouverture de saison, se rendait au Kibung Park de Saint-Gall pour y affronter les protégés de Peter Zeiler. On rentre à la 18e minute dans cette partie avec un coup franc de Gergic. Et puis, il va trouver la tête de Raphaël. Il sera beaucoup question de coups francs, Steve, et de coups de tête victorieux dans cette partie. Certitude, c'est que lorsqu'un coup franc est bien tiré, il y a danger. Et là, en l'occurrence, Raphaël s'élève plus haut que tout le monde pour marquer et ouvrir la marque. Et Lushinger, là, qui va tenter de répondre, l'ancien Sédunois, en offrant une bonne balle à Eaton. Eaton qui trouve le poteau. On est passé tout près de l'égalisation. Sion qui est rentré dans le match de manière très appliquée, défensivement en tous les cas, là, qui s'est fait un petit peu surprendre, mais qui a bien attaqué. Et puis le deuxième, il va tomber comme un fruit mûr sur ce coup franc de Kazami. C'est cette fois-ci Moussa Djité qui trouve la faille. 2-0 juste avant la mi-temps. Là, on se dit que ça sent bon pour le FC Sion. Oui, mais à relever quand même les hésitations des défenseurs qui avancent, qui reculent. Enfin bref, à ce niveau-là, vous ne pouvez pas vous permettre de vous payer cash ce genre d'erreur. À la mi-temps, tout le monde se remobilise et puis il va y avoir une scène au sortir de la mi-temps, 56e minute de jeu. Une faute dans les 16 mètres et Lushinger qui s'écroule. Monsieur Jacotet semble signifier le point de pénalty, va prendre des renseignements auprès de son juge de touche et finalement, c'est carton jaune et c'est coup franc. C'est une scène qui aura beaucoup d'importance. Un peu étonnant parce que sur le direct, on a l'impression que M. Jacotet, on devine sa main qui montre le penalty. On entend d'ailleurs le public exploser de joie. Les images ici le prouvent qu'il est effectivement dans les 16 mètres. Et je ne sais pour quelle raison, est-ce qu'un assistant, le 4e arbitre,
lui a demandé de déjuger sa première décision. En tous les cas, pas pénalty. Puis sur un coup franc qui va suivre, c'est FT qui va réussir à s'élever. Donc là aussi, c'est le copier-coller de ce qui s'est passé en première mi-temps. Cette fois-ci, c'est FT très en vue depuis le début de la saison qui parvient à réduire le score. Et puis, ce but qui va tomber juste un quart d'heure avant la fin du match. Coup franc majestueux de Grgic. Il n'y a rien à faire du tout là pour Stojanovic. On peut l'accorder un petit peu en partie à Laurent Antonioli qui, en direct, avait annoncé le goal puisqu'il avait vu le trou de souris. Il faut bien avouer, Grgic a mis une magnifique lucarne. Ouais, il fallait le mettre. Et puis après, c'est le festival pour Sion. 83e minute de jeu. C'est le jeune Philippe, le Brésilien, qui est venu de Villanova avec Balthazar. C'est Balthazar à la passe. C'est Philippe qui finit le travail. Un but 100% brésilien. Pas de hors-jeu sur cette action et 4-1. C'est sévère pour Saint-Gall tout de même. Oui, à ce moment-là, c'est un petit peu sévère, même si... comme on l'a dit, ça a été une victoire du sérieux et de l'efficacité, puisque Sion, c'est 12 tirs, 7 tirs cadrés, 4 buts, donc vraiment une belle efficacité aujourd'hui. Et on a vu donc encore le 2-4 anecdotique d'Eton, qui réussit à battre Kevin Fickencher une deuxième fois. Un Kevin Fickencher qu'on retrouve à l'interview. Kevin, grosse performance collective de la part du FC Sion ici à Saint-Gall, notamment lorsque Saint-Gall a mis une grosse pression, vous avez été capable de bien tenir. Oui, ici, de ramener 3 points d'ici, c'est toujours très dur. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes cette année qui le feront, mais on a montré une grosse solidarité. On s'est dit qu'il fallait qu'on aille sur le terrain en tant qu'équipe, parce qu'individuellement, ça ne suffisait pas. Donc on a corrigé ça cette semaine et je pense qu'on l'a bien fait aujourd'hui. Puis pour vous, c'était votre retour après ce qui s'est passé contre Lugano. Comment vous êtes senti pour ce match? Non, bien. Je pense que je ne suis pas encore totalement à 100%. Notamment, j'avais fait qu'un match amical avec les moins de 21 auparavant, donc c'est pas grand-chose. Mais je me suis senti bien et mes coéquipiers m'ont bien aidé à rentrer dans le match, donc c'était tout bénef. Prochain match, c'est le derby à Tourbillon contre Xamax. Comment vous envisagez cette rencontre? Je me réjouis. J'espère que Tourbillon va être plein. On a des supporters exceptionnels, donc on pourra compter sur leur soutien. Et j'espère que ça sera un bon match de foot. Et on a quelque chose à se faire pardonner à Tourbillon. Merci Kevin et bonne suite. Merci. Ouais, Kevin Fickencher qui vous donne d'ores et déjà rendez-vous à Tourbillon. Lorsque vous jouez contre Sion, ça va pas mal pour vous en coupe. Vous avez marqué 2 fois, c'était du côté de la Maladière. Ce derby qui vous attend contre Sion qui gagne aujourd'hui, vous avez vu tous ces buts, ça vous fait craindre un mauvais moment ou alors vous réjouissez de ce moment-là? Non, j'espère que cette réussite obtenue durant ce match reste bloqué sur ce dimanche et que le dimanche prochain, ce sera Xamax qui aura cette réussite. Ouais, Sion a mis tout ce qu'il fallait. Jouer contre Sion, c'est quand même un petit peu symbolique pour vous? C'est spécial vu que c'est un club dans lequel j'ai évolué durant 2 saisons. J'y ai encore des amis qui y jouent comme Kevin, comme Freddy Mveng, Berama Ndoye, même Kazami que j'ai côtoyé dans les équipes Suisse Junior. Mais c'est toujours spécial de jouer contre l'FC Sion. En tout cas, on se réjouit de vivre ce derby. On va encore écouter un ancien Cédunois qui jouait aujourd'hui avec le maillot de Saint-Gall. C'est Vincent Sierro. Vincent, c'est une défaite qui est difficile pour Saint-Gall parce que Sion a été vraiment bien en place du début jusqu'à la fin. Vous avez trouvé très peu d'espace sur la défense valaisanne. Oui, je pense que Sion a été efficace. Ils avaient un plan de jeu, ils l'ont bien suivi. Ils ont été, comme j'ai dit, très efficaces sur les coups de pied arrêtés et ça a payé pour eux. Donc on peut dire que la victoire est méritée de ce point de vue-là pour eux, je pense. Pour vous, vous affrontiez votre club formateur. Comment vous êtes senti? C'était un match un peu particulier quand même? Oui, bien sûr, c'est toujours particulier. La première fois que je joue contre mon ancien club. Et, c'est mal parti pour nous. Si on est bien rentré dans le match, nous un peu moins. Ils ont pu rapidement marquer sur ces balles arrêtées. Après, c'était compliqué pour nous avec 2 buts derrière. Mais après, je pense qu'on a montré une révolte. On a réussi à marquer ce 2-1. Et malheureusement, ils marquent un magnifique goal. Et ça nous coupe les jambes. Et après c'était compliqué de revenir après ce 3-1. Et puis la suite, c'est la Coupe d'Europe déjà jeudi, le championnat contre Thun. Il faut savoir enchaîner maintenant les matchs. Oui, bien sûr, il faut savoir enchaîner. Je pense justement que Sion est mieux rentré que nous dans ce match. Après, voilà,
Maintenant, on va bien récupérer, penser à ce match de jeudi. On va tout faire pour accrocher cette qualification. Et on prend match après match, on a un bel effectif. Donc, on a tout ce qu'il faut pour jouer les deux compétitions. Là. Merci Vincent et bonne suite. Merci. La victoire donc du FC Sion. Il nous reste un match à voir. C'est la rencontre qui est opposée à la Stockholm Arena, Thun à Lucerne. Oui, on a eu le duel des vainqueurs tout à l'heure de la première journée. Ben, voici le duel des vaincus de la première journée. Thun-Lucerne à la Stockholm Arena, sous les yeux d'un personnage de marque du football, Christian Carambeu, qui vient sûrement observer les Lucernois, prochain adversaire de l'Olympiakos, club pour lequel il travaille en qualif d'Europa League. Ce sera le 16 août. 11e minute, on rentre maintenant dans la partie avec Michael Fakinetti qui met un long ballon vers Karlen, centre piqué au deuxième poteau. Sorgic manque la balle à 1 mètre du but. Et donc l'ouverture du score par la même occasion. Thun qui va pousser dans cette rencontre. Les Thunnois sont les plus en vue. Lucerne subit un peu. 31e minute, on a une grosse occasion encore pour les Thunnois. Glarner, mais cette fois-ci Salvi repousse. Et là, on pense que l'action est terminée, mais non, le foot est cruel pour les Thunnois. Un contre parfait de Lucerne. On va retrouver Rodriguez, bien lancé par Udrich. Il va se trouver seul face à Fèvre, qui sort à la désespérée. Ouverture du score de Rodriguez, qui était sur le banc le week-end dernier, annoncé partant. Et puis finalement, un transfert qui ne s'est certainement pas fait. Steve, là, Fèvre, il a un petit manque de jugeote quand même. Ouais, mais je crois qu'avant que l'erreur de Fèvre, finalement, dans son jugement, on le voit bien là, il y a des défenseurs qui vont courir en arrière. À numéro 6, par exemple, Fatki, je crois, qui, s'il avait eu le corps face au jeu, il aurait pu la prendre de la tête. Donc, il y a eu plusieurs petites erreurs sur ce goal. 47e action thunnoise, Tozetiou, coup franc, Stillart, parade de Salvi et Souter manque l'égalisation. Mais ce n'est que partie remise pour les Thunnois. On va le voir, Thun va réagir en seconde période, alors qu'on voit encore une fois cette action. Belle parade là de Salvi et puis on a un petit manque de réaction quand même de la part de Souter. Mais à la 48e, eh bien, Thun va marquer une belle action de Spielmann et Fakinetti qui combinent. Salvi se manque et puis Fakinetti peut donc fêter un but particulier pour lui au lendemain de l'hommage rendu à son grand-père Gilbert Fakinetti à la Maladière. Tout un symbole de Michael, certainement. On revoit ici la belle combinaison entre Spielmann qui sent Fakinetti venir dans son dos pour le dédoublement. Et puis l'erreur de Salvi, la faute de main du gardien qui permet à Thun d'égaliser. Thun qui va prendre l'avantage à la 51e, 2-1 par Schwegler qui relance un peu dans l'axe sur ce centre. Et puis c'est Denis Ediger, le capitaine, tout un symbole qui fait tout juste un geste parfait du capitaine thunnois pour donner l'avantage à ses couleurs. Et par la même occasion, la victoire à Thun. Lucerne a poussé tant qu'il a pu en seconde période, mais n'a pas réussi à revenir. Thun aurait pu également mettre le but du break. Bref, on en reste à 2-1. Vous parliez tout à l'heure, Max Veloso, de votre relation avec Michael Fakinetti. J'imagine que c'est un but qui vous fait plaisir, même si ce n'est pas un but de votre équipe. Ça me fait plaisir pour lui, d'autant plus qu'il ne marque réellement pas souvent. Et je viens de voir l'action, but du pied droit, encore plus rare. Et avec tout ce qui s'est passé, c'est beau. Il faudra voir si la Ligue est sympa et mais pas un CSC, parce que c'est peut-être un autogol. Hein. Ouais, si le tir est cadré pour moi... Mais pour Michael, dans sa tête, il a marqué. Vu votre remarque, on a l'impression que vous avez refait un pari avec Michael Fakinetti. Non, je ne vais pas mettre Chaqueté au régime. Très bien. Michael Fakinetti, on va l'écouter à l'interview après cette rencontre. Michael Fakinetti, quel retour du FC Thun? Qu'est-ce qui a été dit durant la pause dans le vestiaire? Non, je pense qu'on a fait déjà une bonne entame de match. On a pris ce but, je pense, un peu contre le cours du jeu et on a continué à rester sur cette lancée de première mi-temps. Je pense qu'on a encore plus pressé, on a été plus précis dans les 16 mètres et c'est ça qui nous a manqué en première mi-temps et je pense que là, c'est là où on a forcé la décision. Vous avez déjà effectué une meilleure deuxième mi-temps la semaine passée. Vous continuez sur votre lancée. On peut dire que la saison du FC Thun a commencé. Ce serait bien qu'elle commence déjà dès la première mi-temps, mais c'est vrai qu'on a fait souvent sur les deux premiers matchs, on a été meilleurs dans notre deuxième mi-temps, en tout cas du moins plus précis et plus offensif. Et je pense qu'il faudrait qu'on commence dès la première mi-temps de jouer ainsi. À titre personnel, vous avez égalisé aujourd'hui. Vous avez certainement eu une pensée pour quelqu'un de bien particulier. Vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus, s'il vous plaît? Ouais, c'est clair que pour moi, c'était très particulier. Hier, il y a eu l'hommage à Neuchâtel. Aujourd'hui, je ne pouvais pas lui rendre un plus bel hommage à mon grand-père. Et je remercie mon grand-père pour tout ce qu'il a fait, à ma famille, à ma copine, tous les gens qui m'ont soutenu dans ces moments difficiles. Et je le dédie à eux. Merci, bonne suite. Merci.
Ouais, Michael Facchinetti, vous suivez ce que font les différentes personnes que vous connaissez bien dans les autres clubs, ou comment est-ce que vous suivez les matchs de tous vos adversaires? Vous regardez vraiment ou... Je dirais que de manière générale, j'essaie de regarder davantage les matchs où j'ai pu côtoyer des joueurs ou bien où j'ai des amis qui évoluent dans ces équipes-là. En priorité, je bénéficie d'une télé où je mets ce match en premier lieu et ensuite, tout d'un coup, je sors l'ordi portable et je mets un autre match pour jeter un coup d'œil sur un futur adversaire ou sur un joli match à regarder. Et où vous regardez Téléclub, bien évidemment. On va jeter un coup d'œil avec vous, Vincent, sur tous les résultats, puisqu'on est arrivé au bout de ce tour. Et oui, on va voir les résultats de cette deuxième journée avec le derby de l'Alimat où Zurich s'est imposé 2-0, le match nul entre Xamax et Bâle, Saint-Gall qui se voit défait à la maison 4-2 par Sion, la victoire de Young Boys à l'extérieur au Tessin face à Lugano 2-0, et puis la victoire de Thun face à Lucerne 2-1. Au classement, on retrouve déjà le champion en titre à la première place. Alors évidemment, c'est un classement après 2 journées, donc on ne peut pas tirer de grandes conclusions de cela, mais ça fera plaisir à Max Veloso Neuchâtel, est 3e avec 4 points. Juste derrière, on a l'autre club roman, le FC Sion. Et puis en queue de peloton, quand même, un peu d'inquiétude pour Lucerne et Getse qui ont perdu leurs 2 premiers matchs. Ouais, on pourrait faire une petite photo en espérant que ça reste comme ça. En jetant un coup d'œil sur les matchs du week-end prochain avec un Bâle Grasshopper qui promet, Lucerne Lugano, Young Boys qui va recevoir Zurich et Saint-Gall, Thun, et puis bien évidemment le derby entre le FC Sion et Neuchâtel Xamax. Notre invité d'ailleurs pour parler de toutes ces rencontres dans l'heure de jeu le week-end prochain, ça sera l'entraîneur de Servette, Alain Geiger. Vous dire que vous pouvez également gagner des billets pour tous ces matchs. Comment? En vous rendant sur notre page Facebook Téléclub Romandie. Un sujet maintenant sur les montres connectées, les applications pour smartphone, autres ceintures cardio qui font aujourd'hui partie du sport amateur et professionnel. Un bon nombre de clubs de Super League sont équipés de systèmes GPS pour mieux comprendre les performances de leurs joueurs. Loïc Refait s'est intéressé au système d'une start-up lausannoise qui équipe le FC Zurich. Un physique ultra performant, la pierre angulaire du football professionnel. Les efforts sur le terrain sont désormais analysés grâce à des capteurs GPS. Zone de couverture, distance parcourue ou encore sprint à haute intensité, autant d'informations précises et quantifiables. Au FCZ, le staff équipe ses joueurs lors de tous les matchs et pour des entraînements spécifiques. Samedi dernier face à Thun, coach Manien a eu le sentiment que ses latéraux n'étaient pas assez en mouvement. La première chose que j'ai demandé, c'est regarde-moi un peu les kilomètres et le nombre de sprints qu'ont fait mes arrières latéraux. Ça confirme ce que tu pensais un peu avoir vu, ou ça confirme un peu ton feeling, ou alors ça dit le contraire. Donc tu as un autre problème, tu as peut-être un problème d'ordre tactique, un problème d'ordre d'organisation. Mais cette fois-là, c'était l'œil, les choses Phil Weiss a confirmé l'impression de l'œil. Pour Julien Moix, co-créateur du système, la technologie ne remplacera jamais les impressions d'un entraîneur. Mais pour être toujours plus compétitif, il est devenu nécessaire de s'appuyer sur des données concrètes. La prochaine étape, l'analyse tactique. On va pousser dans ce sens-là, de connaître la distance entre les joueurs, le déplacement de la défense. Et l'étape d'après, c'est vraiment d'avoir la position du ballon qui permettra d'aller encore plus loin et d'aider l'entraîneur un maximum. Corriger les lignes et les couvertures? Exactement, ça dépend de la stratégie de l'adversaire, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et ça permet de le communiquer de manière beaucoup plus facile et d'être beaucoup plus efficace en match. L'importance de la technologie dans le football devrait grandir au fil des années. Les joueurs doivent donc s'habituer à être suivis à la trace. Alain Neff, 36 ans, entame sa 18e saison en tant que professionnel. Il a vécu l'apparition des traceurs GPS. Alors, qu'en pense-t-il? C'est encore trop tôt pour le dire, mais c'est sûr que les joueurs sont plus contrôlés. Mais il faut analyser ça de manière très globale. Les données ne font pas tout. Salim Khelifi a quant à lui toujours travaillé avec ce type d'outils. L'analyse de la performance, cela l'intéresse. Il se fixe ses objectifs. Si je joue 90 minutes, j'essaie de passer
les 11 km, ça c'est le minimum parce que je suis un joueur qui court assez beaucoup sur le terrain. Les entraînements, je ne regarde pas trop, mais c'est plutôt les matchs, voilà, combien de sprints j'ai fait à haute intensité, combien de kilomètres. Ça, c'est très important parce que comme on voit, voilà, les équipes qui courent le plus, souvent, c'est celles qui gagnent, donc ouais, c'est important. À Zurich, comme ailleurs, le football évolue grâce à la technologie. Une aide précieuse, mais jamais une formule mathématique ne pourra remplacer la réalité imprévisible du terrain. Max Veloso, j'imagine qu'on utilise aussi ce genre d'appareillage à Xamax. Personnellement, c'est quelque chose sur lequel vous posez un regard positif. Et puis, une question que je me suis toujours posée, est-ce que ça dérange de devoir courir, produire un effort conséquent avec cet appareillage ? Alors moi personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça, mais je sais que certains joueurs ne sont pas friands de ce soutien-gorge entre guillemets qui les dérange. Et puis l'utilité pour vous de revoir ces données, de savoir quel joueur a parcouru combien de kilomètres sur le match, quels efforts il a produits. Je pense que suivant comment on l'utilise et suivant l'intention qu'on a derrière ces technologies-là, ben, on peut amener un petit supplément dans notre analyse, dans notre travail lorsqu'on est un staff et lorsqu'on est un entraîneur. Mais voilà, comme ils l'ont dit dans le petit résumé, il n'y a pas de formule gagnante. On peut s'aider de ces technologies, mais voilà, ça ne remplace pas certains aspects primordiaux. Steve, vous avez de la chance parce que vous auriez... On n'aurait pas pu se cacher avec ce genre de système. Hein. Le défenseur qui ne court pas, ça se voit. Donc vous, on vous aurait attrapé, non? Ouais, mais justement, les choses qui sont très importantes, comme disait Max par exemple, c'est de marquer un goal. Et moi, j'étais plutôt un chasseur de goal, donc il fallait savoir se cacher pour mieux rebondir. Plus sérieusement, est-ce qu'on peut vraiment se fier à ces chiffres ou est-ce que l'œil de l'entraîneur primera toujours et devrait toujours primer dans le choix d'un joueur ou dans ses performances de la semaine pour le faire jouer? Dans le football professionnel et de haut niveau, c'est devenu inévitable. Aujourd'hui, les préparations physiques sont devenues quelque chose de très fin, de très précis. On ne fait plus courir toute une équipe autour d'un terrain. Il y a une individualisation des efforts. En plus de ça, ça vous donne où le joueur court le plus. Donc, des fois, il peut y avoir des corrections tactiques. Je me rappelle qu'à la dernière Coupe du Monde, par exemple, après le premier match, Deschamps disait à Mbappé, ta force, c'est le sprint et la vitesse. Tu n'as fait que 3% de course à haute intensité. Donc voilà, les entraîneurs s'appuient aussi pour pouvoir faire quelques remarques à des joueurs qui sont des stars. Max Veloso, la préparation physique pour cette saison du côté de Xamax, c'était vraiment dur, c'est pas un mythe ce qui se raconte? Non, elle était rude, mais elle l'est chaque année. Je pense que le préparateur physique du club fait un super boulot et on a bien travaillé. Je pense que ça peut être que favorable d'être prêt physiquement et d'être aussi prêt mentalement à souffrir pour savoir tenir certaines situations dans un match où on se sent fatigué, où on sent que l'adversaire prend le dessus. Rude, mais bénéfique. Exactement. En effet, depuis la saison passée, j'avais suivi 2 entraînements de Xamax. Je trouvais que c'était physiquement, c'était très, très dur et ils sont excessivement prêts. On les a vus, en tout cas sur les 2 premiers matchs. Et ils ne seront pas en dessous des adversaires de Super League sur ce plan-là. Et c'est une nécessité. On va parler maintenant de BRAC Challenge League. On a aussi joué sur les terrains de la 2e division helvétique. Oui, Servette qui a capitalisé sur sa victoire du week-end dernier face à Arros et contre Chiasso que les hommes d'Alain Gaguer ont brillé hier. Ouverture du score de Vutriche sur un centre de Schalke. Le Néerlandais arrivé d'Écosse cet été est à la limite du hors-jeu pour servir Sébastien Vutriche qui inscrit son 2e but en 2 matchs. Le 2-0 tombe à la 67e sur corner, langue pour Chagas qui dévie un peu chanceusement de la tête. Les Genevois qui vont par la suite obtenir un penalty pour une faute d'Alessandrini sur Chagas. Chagas qui se fait justice lui-même pour le 3-0. A noter que le Brésilien est entré à la pause pour Vutriche légèrement blessé. Et puis dernière information encore, Vaduz recevait Lausanne. Aujourd'hui, les Lausannois sont imposés 2-1 avec des buts de Leslie et de Jetta. Max Veloso, vous étiez en Challenge League, vous êtes frotté à Servette. Est-ce que vous les voyez réussir à décrocher votre première place cette saison?
Je sais pas, c'est dur à dire. Il y a eu pas mal de changements. Ils se sont bien renforcés et ils ont très bien débuté ce championnat. Mais il y a Lausanne qui m'a l'air costaud. Il y a Vaduz qui a l'air pas mal aussi. Rapperswil qui me fait bonne impression. Et mine de rien, Schaffhouse reste une équipe à relever. Donc j'espère que ce sera un roman, que ce sera Lausanne, parce que j'y ai joué, j'ai des amis. Et sinon, en tout cas, que le meilleur gagne et que le meilleur monte. Bon, on n'a pas tellement besoin de choisir. Steve, avec l'arrivée des barrages, on a l'option d'avoir 2 romans aux 2 premières places. Est-ce que c'est plausible cette saison? Alors, ce n'est pas sur Téléclub Romandie qu'on va se plaindre des promotions des romans, bien au contraire. En tout cas, pour ce qui est de Servette, on comptabilise 6 points, une très bonne entame de championnat. Lausanne, après un faux pas quand on est au promu Kriens, va chercher une victoire hyper importante et compliquée à Vaduz. C'est sûr qu'on espère, mais ne négligeons pas une des équipes dont on parle un tout petit peu moins et dont on sait peut-être un petit peu moins ce qui s'y passe. Mais je pense qu'on aura une Challenge League peut-être un tout petit peu plus serrée, enfin on le souhaite, que les 2 dernières années où le champion était vraiment leader toute la saison. On jette encore un coup d'œil sur le tableau des résultats? Volontiers. Donc Winterthur s'est imposé 3-1 sur Haro. Haro qui comptabilise donc une 2e défaite de rang. Schaffhouse s'est imposé face à Ville 2-0. Kriens a reçu lui la fessée de la journée face à Rapperswil sur le score de 4-1. Et puis Servette s'est imposé face à Cassel sur le score de 3-0. Prochain studio de Challenge League, ça sera vendredi avec le match Ville-Servette. On arrive en fin d'émission. C'est le moment maintenant de notre rubrique décalée, c'est What the Foot. Pour son retour en Super League, la marche n'était pas trop haute pour Neuchâtel. Pour la pauvre Esther, en revanche... Esther Steubli, 4e arbitre et acrobate des bancs de touche à ses heures perdues. Et là, comme si de rien, elle reprend sa place après avoir rangé son petit panneau. Vous vouliez quoi, Vincent? Qu'elle retourne au vestiaire? Oh non. Pour annoncer la venue de son nouveau gardien suédois, Robin Olsen, l'AS Roma a communiqué de manière originale. Ils ont juste oublié de lui mettre un short. Il manque toujours une pièce dans ces trucs. Sauf que le lendemain, c'est la fameuse enseigne suédoise qui lui répond avec humour. Sur le point de signer pour la Roma, le Brésilien Malcolm s'est finalement engagé avec le Barça à la dernière minute. D'où le carton de déménagement. Ça va lui servir. Comme on ne le connaissait pas bien avant le début de la saison, Loïc Refait a demandé au nouveau gardien du FC Sion de décrire son jeu. Maisonial nous offre donc la perle de ce début d'exercice. Si vous deviez vous décrire, quel type de gardien est-ce que vous êtes? C'est difficile. Je dirais le gardien moderne qui joue haut, qui joue en dehors de sa surface. Voilà, gestion de la profondeur, voilà un peu ce style de gardien. Max Veloso, on ne sait pas si vous vous en souvenez, mais nous, on a fait un petit tour dans nos archives pour ressortir cette interview. C'était il y a 7 ans, déjà sous les couleurs de Xamax, après votre premier but en Super League. C'est toujours sympa de se revoir, non? Et vraiment, le grand mot, je pense, c'est la libération. Ça fait plaisir de vous revoir comme ça. Le grand mot, vous disiez, c'est la libération. De vivre cette saison en Super League à nouveau, c'est une libération aussi pour vous? Ouais, je dirais pas que c'est une libération, mais... concrétisation. Une concrétisation plutôt, exactement. C'était le mot que je cherchais. Et vous la voyez comment, cette saison? Elle vient de débuter, de bien débuter, avec 4 points pour Neuchâtel Xamax. Vous la visualisez comment pour les journées à venir? Je pense que ce sera un championnat difficile. La Super League est quand même un championnat relativement relevé. Et il faudra se battre match après match. C'est un discours qui revient non-stop. On l'a vu cet après-midi, mais c'est le cas. Et il faut le dire. Et j'espère qu'il se passera au mieux. Alors, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci infiniment d'être venu nous rendre visite aujourd'hui. Max Veloso, on vous souhaite tout de bon. Merci à vous, Vincent Rigolet, de nous avoir accompagnés. Et puis, merci à Steve Guillot également d'avoir fonctionné comme expert aujourd'hui. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis tout ce week-end pour cette 2e journée et ces 15 buts. Et on se réjouit de vous revoir bientôt sur Téléclub. Très belle soirée à toutes et à tous. Bye bye.